Et salut! Bon, parlons un peu de ce qu'on mange à Noël. Alors en France, ce qu'on mange à Noël, c'est vraiment codifié, c'est toute une histoire. J'explique souvent que ça peut être surprenant pour des gens d'autres pays, tout dépend du pays encore une fois, mais dans ma famille, et je pense que c'est assez général, passer 5 heures à table au moment de Noël, c'est assez normal. Bon, on va pas passer 5 heures le midi et encore 5 heures le soir, souvent il y aura soit un repas très léger le midi et un grand repas de 5 heures le soir ou inversement, ça va vraiment dépendre, mais un repas extrêmement long au moment de Noël, c'est tout à fait normal. Pourquoi ce repas est extrêmement long? Je vais te l'expliquer. Il y a tout un ordre ou tout un système qu'il faut respecter. Alors, imaginons, tu es avec ta famille, vous allez manger pour Noël. On va toujours commencer par un apéritif. Qu'est-ce qu'un apéritif? Ça veut dire qu'on va boire souvent pour les adultes un verre d'alcool. Si on ne boit pas d'alcool, on va boire soit une boisson sans alcool, comme une bière sans alcool par exemple, ou un coca ou ce genre de choses. On boit un apéritif, mais bien sûr, on va manger pas mal de petites choses. Donc, bien sûr, ça peut être des chips, ça peut être des biscuits. Ce ne sont pas des choses fantastiques, mais ça existe. Il y a aussi beaucoup d'apéritifs qui sont passés au four. Par exemple, une pâte feuilletée avec une saucisse au milieu ou ce genre de choses qu'on va passer au four. Et ça fait comme des amuse-bouches qu'on peut manger au moment de l'apéritif. On peut aussi trouver des olives, on peut aussi trouver des petites tomates. Voilà, il y a toute une grande variété de choses qu'on peut manger ou grignoter à l'apéritif avec notre verre d'alcool. Bien sûr, ce sont les fêtes, c'est Noël, on est souvent soit directement à table, soit dans un salon avant de passer à table. C'était assez commun dans ma famille de prendre l'apéritif dans un salon, dans une manière un peu plus informelle, on va dire, avant de passer à table pour vraiment prendre le repas. Bon, et encore une fois, c'est un jour de fête très exceptionnel, c'est, je pense, le jour de fête le plus important de l'année, et ça s'arrête rarement à un verre d'alcool, je pense, même dans des familles où l'alcool n'est pas très commun. Moi, je viens d'une famille où on boit pas beaucoup d'alcool. C'est très rare qu'on boive de l'alcool dans ma famille, mais le jour de Noël, prendre un deuxième apéritif, c'est quelque chose qui n'est pas anormal. Bon, il s'est passé quoi? 3/4 d'heure, peut-être 1 heure, tu as pris 2 verres d'alcool, tu as grignoté des choses. Maintenant, hop, on passe à table. Il y a une première entrée, et je dis bien une première entrée. Donc, ça peut être dans certaines familles, par exemple, des huîtres ou une coquille Saint-Jacques. J'essaierai de te montrer des images de ce que c'est. Donc des coquillages, des fruits de mer. Ça peut être aussi par exemple des crevettes avec une mayonnaise maison, ce genre de choses. Il y a beaucoup de types de première entrée qui existent. Et puis tu peux avoir bien sûr un verre de vin blanc sec avec ce type d'entrée. Voilà pour un type d'entrée que tu as. J'ai dit tout à l'heure la première entrée. Pourquoi? Parce que c'est tout à fait possible qu'il y ait, subjonctif, une deuxième entrée. Quelle sera cette deuxième entrée? Je pense qu'une deuxième entrée assez commune est le foie gras. Donc je ne sais pas si tu vois ce qu'est le foie gras. C'est le foie d'un canard ou d'une oie qui fait un peu comme un pâté que tu vas mettre en fait sur une tranche de pain grillé. Et avec ce foie gras, on a souvent une petite confiture qu'on va ajouter au-dessus. Alors bon, en termes de calories, c'est une catastrophe puisque tu as du pain, ça va encore. Tu as du foie gras, donc comme son nom l'indique, c'est extrêmement gras. Et tu as une petite confiture. Bon, maintenant, il y a peut-être de plus en plus la question de est-ce qu'on va pas arrêter de manger du foie gras pour la maltraitance animale, blablabla, bla bla, parce que c'est vraiment horrible. Bon, moi je suis d'accord avec les gens qui disent que le foie gras c'est horrible, mais dans l'absolu, si tu manges de la viande, c'est horrible. Moi je mange de la viande, hein. Je suis pas à te dire deviens végétarien, mais il n'y a pas une viande qui est bonne pour les animaux. Il n'y a pas un animal qui, quand il se retrouve dans un abattoir, aime être là ou veut être là. C'est horrible tout le temps. Donc, essaye de pas te donner une bonne conscience en disant je veux pas manger du foie gras parce que c'est horrible. Je suis d'accord, mais voilà, il n'y a pas une viande qui est propre, donc fais tes choix. Revenons-en à notre deuxième entrée. Donc là, on a un gros concentré de calories. Quand je travaillais dans le monde du vin, ça m'attristait un peu, mais bon, c'est des choses qui se font. Avec le foie gras, c'est vrai que c'est très bon de boire un verre de blanc moelleux, donc un verre de vin blanc qui est très sucré, parce que la consistance du vin va bien avec le foie gras. Mais quand on me demandait, je donnais toujours mon opinion. Je disais toujours, imaginons que le foie gras soit la deuxième entrée. Vous avez peut-être eu un apéritif avant
où vous avez bu peut-être une bière de Noël ou un verre de Porto ou je ne sais pas. Et là, vous allez avoir du foie gras et un verre de vin blanc sucré. Ça va être difficile de conserver votre appétit pour ce qui arrive après. Donc, quand on me demandait, je disais toujours, écoutez, mon opinion, et ce n'est qu'une opinion, c'est essayer de trouver un verre de vin blanc qui a beaucoup de corps, mais qui est sec, pour qu'il n'a pas de sucre. C'est peut-être un peu surprenant, mais au moins vous allez conserver votre appétit, et je pense que ça c'est important dans l'optique où vous allez manger pendant 5 heures. Donc il y a plein de vins blancs très corsés, il y a beaucoup de chardonnay très corsés qui existent, il y a beaucoup de viognier très corsés qui existent. Faites quelques recherches si ça vous intéresse. Moi, c'est des options qui me plaisent. Ensuite, il y a le plat principal. Je pense que le plat principal, le plus commun, ça va être la dinde ou le chapon au marron. Par exemple, une dinde un peu comme à Thanksgiving aux États-Unis, qu'on va fourrer, faire cuire au four, etc. avec des pommes de terre et des légumes. Oui, il y aura des légumes en France. Je ne sais pas si c'est le cas aux États-Unis, mais il y a beaucoup de légumes dans tous les cas. Quand on parle d'un foie gras, il y a souvent une salade avec. Si on parle de crevettes, d'une entrée avec des crevettes, il y aura souvent aussi une salade avec. Donc, on n'est pas 100% sur de la viande. En général, on aura toujours des légumes. Donc là, on a un plat qui est très consistant. Et puis, souvent, c'est à ce moment qu'on va boire un verre de vin rouge. Autre tradition qui me fait beaucoup rire et qui est à noter, c'est le trou normand. Qu'est-ce que le trou normand? Entre deux plats à Noël, parce qu'on avait cette croyance que boire un verre d'alcool fort va aider à digérer, on faisait cette espèce de pause dans le repas qu'on appelait le trou normand. Et en gros, tu avais un petit verre de Calvados, si on est vraiment très très normand, ou un verre d'alcool fort de manière générale, et une petite boule de sorbet, donc un peu comme une glace mais un peu plus légère. Et ce côté glace très fraîche et alcool, ça fait comme une pause dans le repas qui va te permettre de digérer. C'est apparemment pas du tout prouvé scientifiquement, mais ça me fait beaucoup rire cette idée que ah tiens, t'as déjà bu 2 apéritifs, 1 ou 2 verres de vin blanc, un verre de rouge, maintenant fais une petite pause, bois un verre d'alcool fort à je sais pas 38 degrés, ça va t'aider à digérer. Bon, vous imaginez qu'on est très joyeux pendant ces fêtes. Puis vient le fromage, donc on a toujours un plateau de fromage, tu sais que la France c'est un peu le pays du fromage, peut-être qu'il y a un ou deux Suisses par ici qui va sauter en hurlant quand il va entendre ça. J'ai rien du tout contre les Suisses et leur fromage, simplement la France est très grande, comparée à la Suisse du moins, et il y a énormément de types de fromages différents en France. Les fromages suisses sont excellents, rien à dire, mais il y a beaucoup de fromages français excellents et ils sont extrêmement nombreux. Donc souvent, à ce moment du plateau de fromage à Noël, il y a une grande diversité de fromages sur un grand plateau. Il y a un couteau spécifique à ce fromage parce que en général, on n'utilise pas notre couteau personnel pour couper les fromages parce qu'on ne va pas amener la saleté des aliments qu'on a mangés sur le fromage qu'on partage avec les autres. Ça me rappelle un peu la Chine où il y avait parfois une paire de baguettes communes dans certains plats qui nous permettaient de prendre notre nourriture et éviter qu'on utilise nos baguettes personnelles pour prendre dans des plats communs. C'est des choses que j'ai vues en Chine. Donc un couteau spécifique au plateau de fromage. Le plateau passe entre les invités, chacun coupe son fromage. Le fromage qui l'intéresse, bien sûr, parce que je sais pas, t'as des fromages de vache, t'as des fromages de chèvre et t'as des fromages avec des pâtes très différentes, t'as des fromages durs, t'as des fromages à pâte fleurie. Donc il y a vraiment une grande diversité de fromages. Chacun choisit un peu ce qu'il veut. Il y a une petite salade, en tout cas dans ma famille, avec. Ouais, je vois ça un peu partout. Il y a aussi normalement une façon de couper le fromage parce que par exemple un fromage qui est rond n'est pas coupé de la même façon qu'un fromage qui est rectangulaire. Pourquoi on fait ça? A priori, parce qu'il y a des familles dans lesquelles c'est pas super important, j'imagine, mais a priori, il y a une façon de couper le fromage. Par exemple, dans un fromage rond, c'est le centre du rond qui est le plus tendre et qui a le meilleur goût. Si tu commences à le couper en tranches droites plutôt qu'en parts de tarte, celui qui aura le morceau du centre aura à 100% le meilleur morceau. Donc l'idée c'est que le centre est le meilleur morceau et le bord est légèrement moins bon. Tu veux avoir un peu de tout. Donc ça c'est l'origine de la façon de couper le fromage. Puis, ah oui, avec ce plateau de fromage, en général on continue à boire le vin rouge qu'on avait pendant notre repas. Pourquoi on fait ça? Parce que c'est pratique.
on a ouvert une bouteille de vin rouge, autant la continuer, voire même la finir avec le fromage. Et aussi parce que le vin rouge a un côté un peu polyvalent, donc par tradition, on continue avec notre vin rouge. On a aussi cette expression en France qui est que rouge sur blanc, tout fout le camp. Ça veut dire que si tu étais sur un vin rouge et que tu es passé à un vin blanc, ça risque de ne pas fonctionner, ça risque de ne pas aller. Parce que dans un repas, on veut toujours aller crescendo, on veut toujours aller vers le plus puissant, que ce soit pour le vin ou que ce soit pour le goût des choses. Alors pourquoi je dis que c'est une tradition de faire comme ça? Moi, quand j'ai étudié ça, j'ai remarqué que si tu as un type de fromage spécifique, tu auras toujours un mariage ou un accord beaucoup plus parfait avec un verre de vin blanc qu'avec un verre de vin rouge. Mais le verre de vin blanc n'a pas cette polyvalence que le vin rouge a. Et donc, si tu as beaucoup de fromages différents, c'est vrai, c'est pratique de continuer avec ton vin rouge. Si par contre, tu as un type de fromage que tu veux pour un repas spécifique, je t'encourage à trouver le meilleur vin blanc qui convient à ce fromage spécifique. Voilà, mais oui, si tu as un plateau de fromage, c'est la tradition et ça fonctionne, pourquoi pas continuer avec ton verre de vin rouge. Une fois que le plateau de fromage est fini, bon, bien sûr, là, on a eu apéritif, 2 entrées, un plat principal, un trou normand, un fromage. On a fait des pauses au milieu, sinon on explose. On va pas survivre. On fait des pauses, on discute. Dans ma famille, on ouvre des cadeaux, même parfois au milieu. Chacun fait comme il veut. On fait des pauses parce que c'est pas possible de continuer. On mange énormément. Le dessert traditionnel est la bûche de Noël. Ça, c'est vraiment un grand moment. Donc, on a un espèce de biscuit qui n'est pas croustillant, il est moelleux. Et il y a souvent du chocolat, je pense, qui est enroulé dans ce biscuit. Et puis ensuite, il y a un nappage de chocolat sur le dessus. Et donc, ça ressemble à un tronc ou un morceau de bois. Et c'est pour ça que ça s'appelle une bûche, puisqu'une bûche est un morceau de bois que tu mets dans la cheminée. Tu as cette bûche de Noël à la fin du repas. Et puis, à ce moment, j'espère que tu as survécu. Je me souviens qu'il y a eu des moments où je suis allé me coucher à minuit ou minuit et demi et je ne me sentais pas bien parce que j'avais le ventre trop plein, j'avais envie presque de vomir. Ça m'est arrivé, voilà. C'était rare, mais c'est une chose qui m'est arrivée. Je pense que j'avais pas les connaissances, on va dire, que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, si j'ai trop mangé, je ne vais pas me coucher, je bois une tisane bien chaude et j'attends d'avoir digéré un peu avant d'aller me coucher. Mais bon, voilà pour la tradition de Noël, j'espère que ça t'a plu et je te dis à bientôt.